Pour revenir, je suis d'accord avec toi que le tirage au sort peut avoir plusieurs modalités, plusieurs fonctions. La Belgique et la France ont déjà le tirage au sort à un seul niveau, c'est dans les jurys d'assises. On dit aussi jury d'assises chez vous en France, voilà. Et donc là, effectivement, c'est le seul endroit dans notre vie publique où le tirage au sort a toujours une petite fonction. Hormis ça, être assesseur au jour des élections, on est aussi plus ou moins tiré au sort, mais là c'est vraiment pour faire un boulot de con, on va dire. Voilà, moi je l'ai fait très souvent. On m'a donné un sandwich et une Fanta et voilà mes devoirs. Et là vous voyez vraiment comment l'État belge apprécie ma contribution au fonctionnement de l'État. Voilà, j'étais assesseur il y a quelques années. Sur une analyse de, un débat autour ou une autopsie peut-être de notre démocratie. Dans 5 semaines, le 25 mai prochain en Belgique, seront en effet organisées les élections régionales, fédérales et européennes. Les citoyens seront appelés à désigner, au travers de leur vote, les futurs élus censés, au cours des prochaines années, porter et défendre l'avenir de chacun des citoyens de ce pays. Depuis à peu près 2 siècles, c'est comme cela que ça se passe. Le jour des élections est le seul moment dans la vie politique de notre pays où le citoyen est invité, voire obligé, de se manifester. Non pour donner un avis ou livrer une analyse sur les questions qui le concernent, mais seulement pour donner sa voix. Et puis être réduit au silence et à l'obéissance. Réduit ainsi à l'état des lecteurs, nous sommes de plus en plus nombreux à ressentir et à observer le fossé toujours plus grand qui s'installe entre la sphère politique et la réalité citoyenne, fossé dans lequel s'enlisent et disparaissent les idéaux démocratiques qui devraient constituer le socle de base de notre organisation sociale. Dépit, dégoût, désintérêt sont au tournant. On compte de plus en plus d'abstention le jour des élections. Et pourtant, l'activité politique de ces dernières années a été très intense. Les événements et les traités se sont bousculés, mais en silence, ou presque. Quelques bastions citoyens restent vigilants et tentent de décrypter au travers d'une information tronquée les véritables desseins d'une classe politique bientôt privée de tout pouvoir. L'enjeu est important, le défi presque colossal. Derrière nos instances officielles, d'autres institutions non élues sont à la manœuvre. Mais qui oserait, sous peine d'être étiqueté populiste, mettre en cause la légitimité de la Commission européenne ou critiquer l'existence du mécanisme européen de stabilité? En signant le traité de Lisbonne et en adoptant les traités qui ont institué le MES et dernièrement le TSCG, nos élus ont trahi la confiance des citoyens. Ils ont bradé leur pouvoir en cédant notre souveraineté à des institutions privées internationales. Et tout cela dans le plus grand secret, ou derrière les écrans des éternelles questions communautaires. Ces transferts de pouvoir et autres hémorragies d'argent via le TSCG vers des institutions toutes puissantes et non démocratiques n'ont pas seulement fait l'économie d'un débat démocratique, voire d'un débat tout court au sein de certains parlements, mais ont également dribblé toute révision de la Constitution belge. L'austérité imposée par le TSCG s'insinuera sans peine dans nos rouages sociétaux et économiques via une providentielle et 6e réforme de l'État. Même l'article 195 de la Constitution n'est plus aujourd'hui un rempart contre un coup d'État interne. Certains articles sont aujourd'hui révisables sans que le public ne doive en être avisé. Où allons-nous lorsque dans la bouche de notre ministre des Finances, notre Constitution est présentée comme étant l'instrument de l'Europe?
Enjeu important, défi colossal, ai-je dit. Et comment? Oui, comment aujourd'hui faire face à ce basculement? Comment remettre la démocratie à l'endroit? Comment reprendre notre souveraineté? Ou plus simplement, comment reprendre en main notre destin et l'avenir des générations qui nous suivent? Des solutions existent. À ces questions fondamentales et urgentes, nos invités ce soir proposent des réponses. Pour en débattre, nous avons le très grand plaisir et l'honneur d'accueillir M. Étienne Chouard, ainsi que M. David Van Rijbroek, auteur du livre Contre les élections qui est paru derrière. Voilà, j'allais vous demander de les applaudir, c'est chose faite. Voilà, après l'intervention de nos invités, les questions et réponses seront les bienvenues. Enfin, les questions, en tout cas les réponses aussi. Bonsoir à tous. Ah, ça fait du bien de vous voir si nombreux. C'est chaque fois la même énergie. Là, c'est vraiment. Et puis ça va, en fait, ça va grandissant. Merci beaucoup d'être là. Je suis très très content moi d'être là aussi. Content de rencontrer David. Je vais essayer d'être court. J'ai préparé quelques questions sur le travail que je viens de découvrir de David avec son nouveau bouquin. Je vais essayer d'être court pour qu'on ait ensuite de la place pour vos questions et nos réponses pour que ce soit interactif. D'un mot peut-être, je réfléchis depuis 10 ans à la place du tirage au sort dans la démocratie et depuis que j'ai découvert en 2005 qu'en fait il n'y a pas de démocratie sans tirage au sort, que l'élection est aristocratique par construction, elle consiste à choisir le meilleur, Aristote, et qu'en fait on le sait depuis longtemps, les humains le savent depuis longtemps, on l'a juste oublié, on n'a pas appris à l'école. Et on a beau être âgé aujourd'hui, on peut être complètement ignorant de cette banalité finalement, qui a été une banalité pendant des siècles et des siècles. Il n'y a pas de démocratie sans tirage au sort. Alors, je travaille là-dessus depuis 10 ans, et si je dois résumer l'essentiel de l'essentiel, je dirais que bon, nous ne sommes pas aujourd'hui en démocratie, nous sommes dans un régime représentatif qui est conçu depuis le début, depuis 200 ans, depuis l'époque des pères fondateurs américains et de Sieyès et la bande des révolutionnaires français, enfin des thermidoriens. On est depuis 200 ans dans une plutocratie qui est le nom technique précis qui va bien, c'est le gouvernement des riches, voulu par les riches, pour leur service. Et on a appelé gentiment ce régime le capitalisme sur le plan économique, mais en fait, je trouve qu'on devrait l'appeler le crapulisme, et que ça permettrait mieux de montrer qu'on n'est pas d'accord, et qu'on imagine d'autres façons d'organiser l'économie. Il y a d'ailleurs une des questions que je vais soumettre au feu de la critique de David tout à l'heure, qui concerne justement l'implication économique de ce choix de société qui consiste à donner aux plus riches le pouvoir politique. Donc, je découvre donc depuis 10 ans que le régime dans lequel nous vivons n'est pas une démocratie, que c'est voulu comme ça depuis le début, et le livre de David le confirme. Donc je passe rapidement là-dessus parce que ce sont des points d'accord évidents et importants. Le livre de David montre de façon très ramassée et dense l'histoire de cette escroquerie. Les pères fondateurs de nos régimes savaient très bien qu'ils n'instituaient pas une démocratie. Pourtant, depuis le début du XIXe siècle, nous l'appelons démocratie. En tout cas, on nous conduit à l'appeler démocratie, ce qui nous complique considérablement la vie pour imaginer une alternative. Nous n'arrivons pas à dire ce qu'il nous faut, c'est la démocratie, parce que le mot est pris par son strict contraire, et c'est très malin. Mais c'est facile, enfin ça peut être déjoué à condition de remettre les mots à l'endroit. Quand on remet les mots à l'endroit, quand on donne au mot démocratie son sens strict, la critique du régime actuel devient possible, et la formulation de ce que nous souhaitons aussi. Je vais regarder mes notes pour ne pas oublier
que nous ne soyons pas des citoyens, c'est dans la même veine, je vais passer rapidement là-dessus. Mais sur le point essentiel, je pense que si je dois résumer notre problème, c'est que nous n'avons pas de constitution. Le texte qui est appelé constitution n'en est pas une. Une constitution, ça sert à nous protéger contre les abus de pouvoir. Certes, on apprend à l'école qu'une constitution, ça sert à instituer les pouvoirs, et on n'apprend que ça. On apprend un petit peu que ça sert à séparer les pouvoirs, parce que les pouvoirs, c'est dangereux, mais on ne nous en dit pas plus. Je pense que les citoyens devraient se passer le mot entre eux de cette vérité importante que nos aïeux ont découvert depuis longtemps. Une constitution, c'est le moyen de nous protéger des abus de pouvoir. Donc ça sert à affaiblir les pouvoirs. Ce que nos aïeux n'ont pas encore mis au clair pour les générations qui viennent, c'est que pour que ça marche, il ne faut pas que ce soit les hommes au pouvoir qui écrivent ces règles-là, puisque c'est eux qui doivent la craindre, la Constitution. Il ne faut pas que ce soit eux qui écrivent les règles. Je pense que tout est là. Moi, le cœur de mon boulot, c'est ça, c'est de vérifier avec vous dans les controverses, puis de semer la graine pour qu'on soit nombreux à défendre cette idée. Pour que nous ayons une vraie constitution, il faudra qu'on l'écrive nous-mêmes. Bon. Sur la place du tirage au sort, je vais arriver à ma première question sur le travail de David. Sur la place du tirage au sort, je lui ai posé la question déjà sur France Inter au début de la semaine. On était ensemble, mais on avait peu de temps, l'émission était courte, et cette fois-ci, tu vas pouvoir répondre un peu plus longuement, si ça va être bien. Il y a je vois, et il y en a peut-être d'autres, mais je vois aujourd'hui 3 usages du tirage au sort. Des usages qu'il faut mettre au clair entre nous de façon à éviter les malentendus. Parce qu'on peut très bien être contre un usage du tirage au sort et pour les 2 autres usages ou pour un autre usage. On n'est pas obligé d'être pour en bloc ou contre en bloc le tirage au sort. Le tirage au sort est en fait une procédure qui met à l'écart la volonté. Notre volonté la met à l'écart exprès parce qu'elle met du même coup, elle retire des prises aux escrocs. Un escroc, c'est par définition un trompeur, c'est quelqu'un qui est un champion pour tromper la volonté. Donc nous croyons que nous allons améliorer notre sort avec notre volonté, et en fait, s'il y a un escroc dans le chemin, il va nous tromper, et c'est parce qu'il y avait une prise. Avec le tirage au sort, comme on retire la volonté dans la prise de décision, on retire aussi la prise aux escrocs. Du même coup, le tirage au sort est une espèce d'antidote contre les voleurs de pouvoir, contre les voleurs, contre les menteurs, contre... Et alors, après ça, il faut qu'on décide entre nous quelle dose de tirage au sort on insuffle dans nos institutions. Alors, premier usage fondamental, à mon avis majeur du tirage au sort, celui des chambres de contrôle. Puisqu'une constitution, ça sert à limiter les pouvoirs, on va avoir besoin d'organes de contrôle. Le tirage au sort, ça marche pratiquement toujours avec des chambres, hein, c'est collégial, on ne tire pas au sort une personne, c'est rare, hein, la plupart du temps. Pour se protéger d'un des défauts du tirage au sort, on ne tire pas une personne, mais plusieurs, ce qui corrige un défaut substantiel du tirage au sort, et donc le défaut disparaît. Et donc les organes de contrôle devraient être des chambres. Tous les pouvoirs devraient avoir peur de quelque chose, tous les pouvoirs devraient avoir peur de quelque chose, et ça va être à nous d'écrire ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va instituer un pouvoir, il faudra qu'on pense à instituer non seulement le pouvoir, mais aussi son contrôle, et ça pourrait être tout simplement une chambre de contrôle tirée au sort. Par exemple, le gouvernement serait menacé par, surveillé par, et potentiellement puni par une chambre de citoyens tirée au sort. Autre exemple, les juges pourraient être surveillés et contrôlés, et éventuellement punis par des chambres tirées au sort de citoyens. Les médias, les journalistes pourraient être surveillés par, contrôlés par, éventuellement punis par des chambres de citoyens tirées au sort. Les banques pourraient être, je prends les 5 pouvoirs, hein, les 3 pouvoirs de Montesquieu, hein, législatif, exécutif, judiciaire, plus les deux pouvoirs modernes que nous devrions instituer, parce que Montesquieu ne pouvait pas y penser, mais ils sont plus dangereux encore que le Parlement, hein. Ce sont les médias, la télé et la banque, et ces pouvoirs-là devraient, si nous les instituions nous, hein, ça n'arrivera que si nous en occupons nous-mêmes, hein, mais si nous les instituions, nous prévoirions des chambres tirées au sort. Premier usage. Donc là, en général, les gens percutent vite, comprennent vite, et on est d'accord. Pour l'instant, je n'ai pas vécu de désaccord là-dessus, tout le monde tombe d'accord, donc je passe vite là-dessus. Deuxième usage
alors là, qui peut faire l'objet de discussions. Tu en parles dans ton bouquin, le tirage au sort de l'organe législatif, du corps législatif. Et tu proposes cette astuce qui est tout à fait équilibrée, qui consisterait à non pas tirer au sort la chambre législative, mais tirer au sort une des chambres et continuer à élire l'autre. C'est-à-dire qu'on garderait ce qu'on connaît, on ne passerait pas complètement dans un monde nouveau, on garderait la chambre des professionnels, qui serait l'Assemblée nationale par exemple. Donc l'Assemblée nationale élue, c'est la chambre des professionnels, des compétents. Et puis on mettrait à côté, au lieu de mettre une autre chambre élue, on mettrait une chambre tirée au sort qui, elle, serait incompétente. Ben c'est justement c'est ce qu'on veut, mais en fait on veut qu'ils nous ressemblent et qu'ils soient surtout honnêtes, qu'ils nous ressemblent avec nos problèmes, qui nous connaissent parce qu'ils sont nous-mêmes. Et par le tirage au sort, on aurait la moitié de femmes, hein, mécaniquement, puisque le tirage au sort ne va pas... Il n'y a pas besoin de faire de quota pour avoir une chambre qui nous ressemble. Il faut trouver le nombre qui va bien pour la population que vous voulez représenter. Pour un pays comme la France, le nombre qui va bien, qui s'appelle échantillon représentatif, c'est 1000, un peu plus de 1000. Avec un peu plus de 1000, vous allez avoir une proportion des catégories socio-professionnelles qui ressemble à quelque chose près à la population que vous voulez représenter. Et si on le considère comme un échantillon représentatif parce qu'on s'aperçoit que si on le double ou si on le triple, ben, la proportion n'est pas vraiment changée. Donc en fait, on a réduit Et c'est un concept scientifique qui est nouveau, qui en politique peut tout changer. Donc, ce quoi je voulais insister sur cette chambre-là, c'est que, et je te le disais à la radio l'autre jour, il me semble qu'il faut faire attention parce que je sache, dans l'histoire des hommes, on n'a jamais confié le pouvoir de voter les lois à des tirés au sort. Les tirés au sort à Athènes ne votaient pas les lois, ils les préparaient comme une administration, ils préparent les lois, comme des commissions préparent les lois, mais ce n'est pas les tirés au sort qui votaient les lois. Les tirés au sort, et c'est vraiment fondamental, quand on désigne par tirage au sort, on fabrique des serviteurs. Mécaniquement, parce qu'ils sont tirés au sort, ils ne se sentent pas supérieurs, et donc ils restent nos serviteurs. Et c'est ça la puissance du tirage au sort, c'est que parce qu'ils sont désignés comme ça, on va pouvoir, nous, les autres, tout le monde, les 99, enfin, tout le monde, on va pouvoir garder le pouvoir. C'était ça l'idée, je crois, à Athènes, c'est que les tirés au sort restaient à leur place de représentants serviteurs. Alors que l'élection, au contraire, vraiment mécaniquement, parce qu'elle choisit les meilleurs, elle les met dans une situation supérieure et elle en fait des maîtres. Même s'ils ne veulent pas être des maîtres au début, la procédure, consubstantiellement, la procédure d'élection fabrique des maîtres. Alors, donc, c'est évidemment intéressant de donner une partie du pouvoir de faire les lois à n'importe qui, plutôt qu'à des gens qui voulaient le pouvoir, parce que ça fait longtemps qu'on sait qu'il ne faut pas donner le pouvoir à ceux qui le veulent, hein, depuis Platon on sait ça, donc c'est pas bête, hein, c'est très séduisant cette idée d'avoir évidemment une deuxième chambre tirée au sort, mais à un moment donné il faut faire attention, donc c'est bien de le faire par palier, et quand on se sera aperçu que l'Assemblée tirée au sort aura donné toute satisfaction, finalement elle est aussi compétente que les autres parce qu'elle a ses adjoints, comme tu le soulignes très bien, elle a ses adjoints, elle a ses aides, mais finalement c'est le travail qui les rend compétents, ils ne sont pas compétents par naissance. Quand on se sera aperçu après quelques années que ça marche très bien, peut-être qu'on se débarrassera de l'Assemblée élue. En tout cas, on peut comprendre, je pourrais comprendre, je m'attends à ce qu'un grand nombre de personnes qui arrivent dans le sujet s'opposent à ça parce qu'ils en ont peur. Et à mon avis, quand on fait le départ, quand on distingue bien les trois catégories d'usage du tirage au sort, ça nous permet de dire, ok, vous êtes contre l'Assemblée législative tirée au sort, oh, c'est tout à fait compréhensible, ok, mais quand même reconnaissez que sur le tirage au sort des chambres de contrôle, c'est quand même, on va y gagner. Alors le troisième, j'ai gardé le plus important pour la fin, et après ça je te donne la parole, excuse-moi je suis trop long, mais le troisième c'est le plus important, c'est le tirage au sort sans lequel aucun autre n'adviendra. C'est celui qui va rendre tout possible, c'est le tirage au sort de l'Assemblée constituante. Parce que, et ça, à mon avis, tu l'as à peine évoqué, peut-être même vraiment à peine, hein, mais bon, je suis sûr que ça va venir. C'est-à-dire que la façon dont je te sens parler, c'est-à-dire que tout ça n'adviendra jamais sous la plume d'un élu. Pas parce qu'ils sont mauvais, parce qu'ils sont en conflit d'intérêts. Parce que leur intérêt personnel, pas en toute matière, sur cette occurrence-là, au moment d'écrire la Constitution, un élu risque de tout perdre si ce n'est pas lui qui l'écrit.
il risque de perdre son pouvoir, au moins en partie. Et donc, il va pas l'écrire, le référendum d'initiative populaire. Il ne va pas écrire les chambres de contrôle tirées au sort. Il ne va sûrement pas écrire que, tu comptes, aujourd'hui, qui écrit la Constitution en France? Je parle de la France, excusez-moi, je ne connais pas bien le cas de la Belgique, mais c'est facile de faire le parallèle en Belgique. Mais en France, ceux qui changent la Constitution, c'est les députés et les sénateurs. Vous imaginez bien que ce n'est pas les sénateurs qui vont imaginer que les sénateurs vont être remplacés par des gens tirés au sort. Ça n'arrivera jamais. Bon. Et si on intègre ça dans notre raisonnement, ça nous fait une troisième catégorie de tirage au sort qui, à mon avis, elle aussi est discutable, hein, parce qu'il y a des gens qui me disent et qui me rentrent dans l'art en me disant « Étienne, on ne veut pas de ta chambre, on ne veut pas de ton assemblée tirée au sort constituante parce qu'on veut l'écrire nous, la Constitution. Et tirer au sort l'assemblée constituante, ça nous dépossède, encore une fois, alors c'est pas par l'élection, mais c'est par tirage au sort, ça nous dépossède, et je peux l'entendre. À mon avis, il se trompe parce qu'on ne pourra pas, on est trop nombreux pour écrire tous la Constitution. Mais à mon avis, il peut y avoir deux phases. On commence par laisser tout le monde écrire la Constitution dans les 36 000 communes, commune par commune, tous ceux qui veulent écrire un projet constituant. Et puis on essaye de le synthétiser, d'en faire une synthèse au niveau national, et puis on s'aperçoit que la Chambre ou les chambres qui sont en train d'essayer de collecter les différents 36 000 projets qui sont en train de se faire, complètement débordés, 36 000, quand tu vois le temps qu'il faut pour lire une constitution, une, deux, trois, mais même si c'est des projets, 36 000, ils vont être débordés, ils vont appeler au secours au centre en disant arrêtez, vous êtes trop nombreux, et en plus, les 100 qu'on vient de lire là, vous écrivez tous la même chose. C'est le scénario que j'imagine. Peut-être que ça ne se passera pas exactement comme ça, mais ça nous permettrait de faire d'abord ce scénario, ça nous permettrait de dire ok, on essaye, on écrit tous ceux qui veulent, on écrit la Constitution. Et puis, nécessité faisant loi, on va s'apercevoir que c'est pas possible et qu'on écrit tous la même chose. Moi, je n'ai pas besoin d'écrire la Constitution. Je sais bien qu'on va tous écrire la même chose, qu'on va écrire la séparation des pouvoirs, les mandats courts, non renouvelables, l'initiative populaire. On va écrire grosso modo la même chose, avec des options peut-être. Et donc, on n'a pas besoin d'écrire tous. Ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on s'entraîne à écrire la Constitution. Et puis, qu'ensuite, quand on désigne quelqu'un au sort, on le regarde. On le laisse pas, on le tire pas au sort en le laissant travailler. On va ensuite l'observer en train de travailler, en vérifiant qu'il n'est pas en train de s'égarer, qu'il ne reçoit pas en secret les banquiers comme l'ont fait les constituants tunisiens. Là. Les constituants tunisiens disaient que les Tunisiens ont chassé un tyran. Ils ont élu leur assemblée constituante et puis ils sont rentrés chez eux. Alors qu'est-ce qu'ont fait les députés de l'assemblée constituante, des professionnels de la politique? Ils se sont mis à huis clos, ils ont triplé leur salaire. Ils se sont votés une immunité judiciaire, juridique, et puis ils ont commencé à recevoir en secret les banquiers. Au secours, la totale. Mais comme tout le monde, ça nous est arrivé, ça nous arrivera si on ne fait pas attention à tirer au sort et surveiller les constituants. Excusez-moi, j'ai été trop long. Qu'est-ce que tu penses de cette idée? Qu'est-ce que ça te fait? Et si tu as des objections ou des peurs, je suis curieux de savoir comment ça s'intègre, qu'est-ce que ça évoque pour toi? Merci Étienne. Est-ce que ce micro fonctionne maintenant? Vous nous comprenez? Très bien. Messieurs, dames, bonsoir. Et effectivement, moi je pensais de me retrouver ici dans une salle avec une douzaine d'étudiants. Visiblement, vous n'avez rien à faire au début du week-end de Pâques. C'est très bien, c'est vraiment... En fait, je me suis dit, j'ai deux chances ce soir. Première chance, c'est la première fois que je parle devant un public. Ça marche? Oui. Devant un public à qui je ne dois pas tout expliquer par rapport à l'innovation démocratique. C'est la première fois pour moi. Ça fait du bien. On va partager un certain nombre d'idées. Mais voilà, c'est un cours avancé, on va dire. Et ça, voilà, un vendredi soir, ça fait plaisir. Deuxième chance inouïe que j'ai, c'est que mon collègue de débat est un Français. Donc ça veut dire que c'est surtout lui qui va parler. C'est tout à fait normal. Non seulement parce qu'il est français, il est venu de loin, il a pris l'avion. En plus, il parle mieux le français que moi, presque aussi bien que vous. Y a-t-il des personnes qui souhaitent une traduction dans la salle? Une traduction vers le français ou... Vers le néerlandais. Non, ça va. Effectivement, Étienne et moi, nous étions ensemble, plus ou moins ensemble, dans une émission. C'était une présence, coprésence virtuelle.
toi tu étais en ligne à partir de Marseille et moi j'étais dans le studio à Paris, c'était France Inter. D'ailleurs, je l'ai mis sur ma page Facebook ce soir parce que je trouvais que l'échange, bien. Ben, voilà, c'est quand même marrant. Vous dites que l'émission était courte, c'était un débat d'1 heure. Bon, en flanc, je suis déjà content s'il me confie 15 secondes. Donc, pour moi, c'était plutôt long comme intervention. Mais effectivement, je ne sais pas s'il faut introduire la notion du tirage au sort. Est-ce qu'ici, dans le public, est-ce qu'il y a une connaissance suffisamment partagée par rapport à cette notion? J'ai quand même l'impression. Vous êtes tous déjà des convaincus. Très bien. Et donc, effectivement, je pense que ce soir, nous bougeons, nous allons vers une deuxième étape. C'est-à-dire, on ne va plus défendre le tirage au sort en tant que principe. Je pense que tous ceux qui connaissent la littérature, qui commence avec Bernard Manin et Hansen et toute une série de penseurs qui, depuis 20 ans, ont publié des ouvrages extrêmement importants. Les deux derniers en date sont l'ouvrage du Québécois Dupuy-Derry, qui a écrit un ouvrage tout à fait formidable sur l'emploi du mot démocratie pendant les révolutions françaises et américaines. Et à notre grande surprise, il a constaté que le mot était ou bien évité, ou s'il était utilisé toujours de façon péjorative. C'était fort important de voir que moi, dans mon école flamande, j'ai toujours appris que la Révolution française a pourchassé l'aristocratie pour la remplacer par la démocratie. Il se trouve que maintenant, et c'est montré, voilà, il n'y a plus de discussion à mon avis, on n'a pas chassé l'aristocratie pour la remplacer par la démocratie, on a chassé l'aristocratie héréditaire pour installer une nouvelle aristocratie, c'est-à-dire une aristocratie élective. Et les élections ont été sciemment inventées, injectées, instrumentalisées pour rendre cette nouvelle aristocratie possible. Pour nous dire de façon arithmétique, les numéros 1 sont partis, c'est-à-dire le roi et sa famille, en France, mais aussi dans les États-Unis, c'est la reine, ou la monarchie anglaise qui a été renvoyée, pas forcément la reine, elle est vieille, mais pas aussi vieille que ça, quoique. Et donc, c'est en fait les numéros 2 qui ont repris le pouvoir, plus ou moins selon le schéma qu'on a pu constater en direct il y a quelques années en Égypte. C'est le peuple qui a fait la révolution de la place Tahrir, ce sont les frères musulmans qui ont remporté. Donc on voit toujours, la révolution est faite par des pauvres, le nouvel État post-révolutionnaire est créé par ceux qui étaient juste en dessous du sommet. Donc ils pourchassent le sommet pour prendre le pouvoir. Ici ça ne marche pas toujours. L'Égypte et la France de la fin du XVIIIe siècle sont fort semblables dans un très vite échangement de décors et de personnel. Donc voilà, le livre de Dupuy-Derry, dont le titre, je peux vous donner exactement, du quoi par cœur? Démocratie, histoire de mots, c'est ça, tout à fait. Moi je l'ai cité à la fin de mon livre, bref. Deuxième livre qui vient de sortir s'appelle Vox Populi. C'est sorti en France il y a 2-3 semaines. Voilà. Attendez, je vais vous donner, pour ceux qui s'y intéressent, le titre. Oui, Francis Dupuy-Derry, c'est un professeur en sciences politiques au Québec, qui est professeur et anarchiste à la fois. Et donc son livre s'appelle Démocratie, histoire politique de mots aux États-Unis et en France. C'est paru l'année passée à Montréal, c'est sa thèse de doctorat d'ailleurs. Et donc deuxièmement, le livre dont le nom m'échappe, c'est un écrivain français qui vient de sortir un livre qui s'appelle Vox Populi. C'est Plonquin, quelque chose dans le genre. Il y a 3 semaines que c'est sorti. Et en fait, c'est fort intéressant. Alors que Francis Dupuy-Derry parle du mot démocratie à la fin du XVIIIe siècle, l'auteur de Vox Populi va étudier les élections avant les révolutions françaises et américaines. Ce n'est pas vrai que les révolutions ont inventé les élections. Les élections existaient déjà depuis plus ou moins 600 ans, notamment dans des abbayes, par exemple, dans des monastères. On connaît l'exemple le plus clair, c'était l'élection du pape, qui était faite par le collège des cardinaux qui se rassemblent dans la chapelle Sistine pour indiquer. Et donc lui, il étudie vraiment les pratiques des élections avant qu'ils étaient soi-disant démocratiques. Et c'est fort intéressant parce que lui aussi, il fait le même constat que nous faisons ici, mais avec beaucoup plus de détails et beaucoup de rigueur historique. C'est un livre remarquable.
donc lui aussi fait le constat que les élections ont toujours servi une certaine finalité aristocratique. Voilà. Des livres importants. Pour revenir à la question d'Étienne, ou plutôt au clustre de questions d'Étienne, là aussi tu es très français. Moi j'ai très souvent, quand je suis dans les festivals, quelqu'un me pose une question qui dure 10 minutes et puis je suis censé donner ma réflexion là-dessus. Donc voilà, ça m'étonne toujours. Pour revenir, je suis d'accord avec toi que le tirage au sort peut avoir plusieurs modalités, plusieurs fonctions. La Belgique et la France ont déjà le tirage au sort à un seul niveau, c'est dans les jurys d'assises. On dit aussi jury d'assises chez vous en France, voilà. Et donc là, effectivement, c'est le seul endroit dans notre vie publique où le tirage au sort a toujours une petite fonction. Hormis ça, être assesseur au jour des élections, on est aussi plus ou moins tiré au sort, mais là c'est vraiment pour faire un boulot de con, on va dire. Voilà, moi je l'ai fait très souvent. On m'a donné un sandwich et une Fanta et voilà mes devoirs. Et là vous voyez vraiment comment l'État belge apprécie ma contribution au fonctionnement de l'État. Voilà, j'étais assesseur il y a quelques années. C'était pourtant un terrain innovatif fort intéressant. Et donc avant, on avait encore une troisième fonction de tirage au sort dans l'État belge. C'est Napoléon qui nous a pris. C'était le tirage au sort dans le contexte militaire. Donc voilà, à partir de 1800, à peu près, on va dire, il y avait un besoin d'avoir des conscrits, on dit en français, des conscrits, pour remplacer le système de soldats volontaires, en quelque sorte, les mercenaires, c'est ça, voilà, merci. Et donc voilà, c'était un système qui est censé partager les charges de façon équitable. Nous connaissons tous la suite. Les riches qui étaient tirés au sort pour aller servir la patrie en attrapant le syphilis allaient vendre plutôt leur obligation à un pauvre à qui on donnait 10 000 € pour qu'il passe une année dans les baraques et les casernes de l'armée belge ou française. Et donc, moi je pense, c'est une hypothèse que j'ai formulée dans mon livre, quand au XIXe siècle, les socialistes ont défendu une implication plus importante des pauvres, des ouvriers, du prolétariat dans la vie publique, ils ont toujours défendu le droit de vote et pas le tirage au sort. On le voit dès le début du Parti ouvrier belge en 1885. Et je pense une des raisons pourquoi ils ont insisté sur le droit de vote et pas le droit de parole à travers le tirage au sort, c'était justement les très mauvaises expériences avec le tirage au sort militaire. Parce que là, le tirage au sort militaire était un instrument étatique qui servait l'aristocratie. Pas forcément, mais pas théoriquement, mais dans la pratique, c'était le cas. C'était censé partager les charges publiques, alors que ça favorisait, une fois de plus, les riches dans ce pays. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles les socialistes ont tout simplement essayé de démocratiser la procédure aristocratique qui sont les élections, pour justement après constater, maintenant un siècle et demi plus tard, qu'on a beau démocratiser une procédure aristocratique, 2 siècles et quelques après la Révolution française, notre soif démocratique n'est toujours pas assouvie par le droit de vote. Le droit de vote, c'est quelque chose de formidable, bien sûr. J'ai longtemps passé au Congo, j'ai publié ce livre sur l'histoire du Congo. J'ai vu des gens mourir pour avoir le droit de vote. Au même moment qu'en Europe, ici, on s'en sert de moins en moins. Et je ne dis pas que nous sommes des paresseux si nous n'allons plus voter. Je pense que c'est une critique trop facile à faire. Les gens ne vont plus à voter, ils ne vont plus voter parce qu'ils se rendent compte que, fin de compte, il n'y a pas une grosse différence à faire entre aller voter ou pas. Même dans un pays comme le nôtre qui a l'obligation de vote, on voit que aller voter, les gens font une espèce de calcul, c'est un petit effort, mais si le résultat est encore moindre, à quoi bon? À quoi bon? Donc on voit effectivement, on a essayé, notamment grâce à l'action socialiste, de démocratiser une procédure aristocratique, le droit de vote, et fin de compte, on voit que
l'appétit démocratique n'est toujours pas assouvi. Au moment où presque le monde entier a le droit de vote, les gens réclament quelque chose de plus. C'est ce qu'on appelle le droit de parole, le droit d'expression. Et donc voilà, le tirage au sort, je pense que nous arrivons à un moment fort intéressant dans l'histoire de la démocratie représentative. Vous voyez, je commence à parler comme un Français, je prends mon temps. C'est fort agréable en fait, j'ai aucun stress. Les gens m'écoutent, ils sont aussi francophones, ça aide sans doute. En France, ils seraient déjà en train de tourner leurs doigts, je pense. Mais bon, et donc, on voit effectivement un engouement petit à petit pour reconsidérer le tirage au sort. Et on a beau dire que les politiques ne veulent pas, c'est en train de se faire. La semaine passée, je suis allé sur tous les sites web et dans mes propres archives pour voir ce que les partis belges, les 12 partis belges ont dit les 2 dernières années par rapport à la démocratie participative, la démocratie délibérative et le tirage au sort. Eh bien, à ma grande surprise, de ces 12 partis, il y a 10 partis que dans le programme ou dans leur discours tout récent, de 2013-2014, prônent la démocratie participative. Moi, je sais fort bien qu'à 5 semaines des élections, les promesses, ça ne coûte pas cher du tout. Mais il faut aussi, donc ça c'est un peu la lecture cynique, mais il faut aussi se rendre compte qu'il y a 4 ans, quand nous avons eu les dernières élections fédérales, législatives, parlementaires, on n'en parlait pas. Donc, on arrive à mettre quelque chose à l'ordre du jour. Et je pense que c'est fort important. C'est déjà un premier pas. Je ne pense pas qu'à partir du 26 mai 2014, nous allons avoir un Sénat tiré au sort. Je ne pense pas. Mais on voit notamment, il y a plusieurs partis qui vraiment, je parle vraiment du plus PTB, le PTB jusqu'au NVA, qui sont d'accord. Ils sont en train de se perdre dans des bagarres très prévisibles à 5 semaines des élections, c'est toujours la même histoire. Et pourtant, il y a une chose qui les noue actuellement, c'est qu'ils ne savent même pas, ils ne se rendent même pas compte, mais ils prônent tous une démocratie qui laisse plus la parole aux citoyens. Donc voilà. Et pour revenir à la question, donc trois façons, trois modalités d'utiliser le tirage au sort, surtout la troisième. Surtout la troisième. Comment on va faire, selon toi? Peut-être que tu as une autre idée. Comment est-ce que tu vois venir ce dont tu parles, le système dont tu parles, le bicaméralisme? Comment tu le vois venir sous la plume d'un élu? Sous la plume d'une assemblée élue? Comment est-ce qu'on fait si on ne tire pas au sort l'Assemblée constituante? Peut-être que je suis moins cynique que toi, Étienne. C'est aussi parce qu'en Belgique, on vient de voir que les sénateurs se sont auto-condamnés, auto-supprimés. Cette semaine ou la semaine suivante, peut-être quelqu'un le sait, on vient de voir la dernière séance du Sénat traditionnel. Et donc à partir de juin, pour la première fois, on va avoir un Sénat qui sera composé avec des sénateurs issus d'une élection indirecte. Donc ça va être des sénateurs venus du Parlement flamand, wallon et germanophone. Ils ont changé, justement pour réduire le coût, c'est beaucoup moins cher, donc il y a 75 salaires qui seront 75, c'est presque autant que 75 salaires qui ne sont plus à payer, et parce qu'ils veulent aussi en quelque sorte, comme les régions en Belgique commencent à avoir de plus en plus de pouvoir, ils veulent avoir une chambre de réflexion entre les pouvoirs régionaux. Et donc ça devient un petit peu comme le Sénat américain, à l'origine, où le Sénat ne sert plus les fonctions et les intérêts de l'aristocratie, mais plutôt la diversité géographique du territoire. Donc là, on voit effectivement que les sénateurs eux-mêmes ont été prêts à changer le Sénat. Ceci dit, on est encore loin. Moi, j'ai 2 fois eu la chance de parler avec la présidente actuelle du Sénat, et on a dit c'est quand même dommage que vous changez le Sénat maintenant et le tirage au sort n'a pas de fonction. Et en fait, plusieurs personnes nous ont dit, et elle aussi, oh, c'est dommage qu'on n'a pas su avant. Mais ça, tu me regardes comme un paysan qui regarde une centrale nucléaire. Tu penses qu'elle était sincère? C'est-à-dire qu'elle imaginait, ah mince, si j'avais su, ah c'est con, je
quelqu'un perde le pouvoir, mais si j'avais su, j'aurais démissionné pour instituer une chambre tirée au sort. Tu crois qu'elle aurait... Ce qui m'a frappé dans ton discours sur le vocabulaire, crapulisme, escroquerie, eux, les escrocs, voleurs de pouvoir, non. Mais je comprends aussi parce que tu es français. Une fois de plus. Je pense, mais franchement, je pense que la politicienne en France est encore beaucoup plus fossilisée qu'en Belgique. Franchement, je suis désolé de le dire et je ne le dis pas avec un plaisir. Normalement, c'est toujours le Belge qui ont la faute de tout et c'est un rôle que j'assume. Mais cette fois-ci, je pense franchement, quand j'étais à Paris, j'ai quand même eu beaucoup de contacts et beaucoup. Ce qui tue en quelque sorte l'esprit démocratique en France, à mon avis, c'est le système des grandes écoles. Les élus, les responsables, les hauts fonctionnaires et tout ça, ils ont tous été aux mêmes écoles. Et en fait, il y a 10 ans, ils se prennent pour des dieux. Il y a 10 ans, je ne comprenais pas pourquoi Pierre Bourdieu avait écrit un ouvrage aussi important aux grandes écoles. À quoi bon? Et maintenant, je comprends. Je comprends parce que c'est quand même curieux. Pardon? Ça part d'une bonne intention, d'avoir les meilleurs fonctionnaires imaginables, des écoles pour former une classe gouvernementale, mais c'est devenu une aristocratie scolaire en quelque sorte. Si tu n'as pas été à l'ENA à Strasbourg, il y a peu de chances que tu vas te retrouver dans le haut fonctionnariat français. Et donc je pense là, c'est une caste, qui a aussi un langage. Pierre Bourdieu appartenait à cette caste, il regrettait beaucoup que son langage était un langage. Quand moi je vais parler du Congo, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas... quand je parle du Congo en France aussi, je constate chez le public un appétit, une envie pour que les intellectuels écrivent de façon lisible et aussi pertinente. Moi j'ai parfois du mal, moi qui suis pas francophone, je me casse les dents parfois sur la prose produite par un intelligentsia français, alors qu'ils ont des choses à dire. Pierre Bourdieu c'est quand même un penseur formidable, mais son langage c'est de l'ardoise bleu belge, quoi. C'est dur. Et donc je pense effectivement que ce système de caste est encore plus fort. Et ça, on ne voit pas chez les politiques et chez les élus. J'ai beaucoup de critiques. J'ai beaucoup de reproches à faire au système belge. Je ne veux pas défendre la classe politique belge, mais je vois qu'il n'y a pas cette idée. Nous sommes issus d'un système scolaire. C'est peut-être pour ça aussi que je sais que tu as trouvé que mon livre était encore assez gentil. C'est aussi parce que je suis belge et j'ai eu la chance de parler avec toute une série de personnalités de la vie politique belge. Et la plupart sont contre, soyons clairs, mais j'ai quand même constaté un certain nombre de gens qui sont vraiment ouverts. Et la présidente du Sénat, elle était vraiment sincère quand elle disait c'est pas elle qui allait changer le Sénat, c'était toujours un changement de. Elle était prête à y réfléchir, oui. Mais bien sûr, et ça c'est alors le problème belge, une réforme du Sénat n'est pas faite par le sénateur, c'est décidé par le président de parti politique. Nous sommes une partitocratie, c'est un mot très belge, une partitocratie très importante dans ce pays. Et donc du coup, tout dans ce pays est plus ou moins décidé par 8 personnes qui sont présidents d'une AFBL. Voilà. Alors, est-ce que dans ces partis, les gens seraient prêts à mettre en place le tirage au sort que tu crois que oui? Ça viendrait des partis, seraient capables de... Parce que c'est des fromages qui vont faire, hein? C'est les quoi? Les fromages, ça veut dire des rentes de situation où on est bien et où on n'a plus envie de sortir et on veut pas en sortir. Je constate, quand je parle avec des politiques belges, je constate en général un gros décalage entre les générations. Un Louis Tobac, qui était une grande figure de proue du socialisme flamand, il est maintenant bourgmestre de Leuven, Louvain, a encore récemment dit dans le conseil communal, nous sommes élus, c'est à l'opposition et à la population de nous subir pendant 4 ans. Après 4 ans, il a dit ça il y a 2 mois. Bref. Son fils est le président du Parti socialiste actuel. Il ne se prononce pas, peut-être pas pour blesser son papa, je ne sais pas. Mais le numéro 2 du parti est une jeune femme issue du Limbourg flamand qui a créé des processus participatifs dans la ville de Genk. C'est une ville minière qui vient de subir un désastre économique majeur avec la fermeture d'une usine d'assemblage de voitures.
Et donc là, elle crée des sommets citoyens avec des gens tirés au sort pour venir discuter le futur. C'est de façon informelle, mais elle était échevine là-bas, donc conseiller municipal. Et donc, maintenant, elle est le numéro 2 du Parti Socialiste. Donc je vois qu'au sein des partis politiques, il y a une nouvelle génération qui est là. Ici, effectivement, j'ai su par exemple que le CDH, j'ai parlé avec le jeune président du Parlement francophone bruxellois, M. Hamza Fassifiri. Lui, il est très en faveur, il a publié une carte blanche dans le soir en défendant le tirage au sort, le panel citoyen tiré au sort. Et c'est grâce à lui et quelques autres, il y a 2 semaines, j'avais un colloque avec les gens du CDH, c'est eux qui sont en train de mobiliser leur parti pour mettre ça à l'ordre du jour au programme électoral. Tu vas trouver que je vais faire le pénible. Est-ce que les jurys citoyens tirés au sort auxquels ils pensent ont un pouvoir décisionnel ou seulement consultatif? Ça change tout, mais moi j'ai beaucoup de patience. Je suis un idéaliste pragmatique, c'est-à-dire j'ai une vision à long terme, j'ai beaucoup de patience, je pense que mon rêve démocratique ne se réalisera pas au courant de ma vie, c'est pas grave, mais je veux voir quelques pas en avant. Et je pense que quelques pas en avant sont en train de se faire maintenant. Parce qu'à ce moment-là, on a 2 choix. Ou bien on rejette entièrement le système actuel, on provoque une espèce de révolution néo-démocratique. Ça peut être intéressant pour avancer les choses un peu plus vite. Ça peut aussi être le cas qu'on va se retrouver dans un contexte égyptien. Voilà. Ou bien on fait ça version maoïste, c'est-à-dire, comme disait bien Mao, il faut entamer la longue marche à travers les institutions. Et moi je pense, c'est sans doute une action beaucoup plus lente, mais peut-être plus solide et plus soutenue. Et donc moi je pense, si on opte pour la procédure lente, ce sera les partis, on a intérêt à convaincre les partis politiques à mettre en œuvre certaines de nos idées. Et c'est vraiment le travail qui est à faire là maintenant. C'est un peu moins spectaculaire, c'est moins romantique certainement, mais j'ai toujours un peu peur de trop de romantisme dans la démocratie, alors que je suis très romantique. Et je reviens à ma question, le tirage au sort de l'Assemblée constituante, ça te paraît une idée raisonnable ou romantique? Je suis fort heureux qu'ils commencent à reprendre mon vocabulaire aussi. Ils sont tous des voleurs de pouvoir. Voilà, je le fais aussi un petit peu. Ce qui me frappe dans les débats, à travers un certain nombre de pays, États membres de l'Union européenne, il y a un certain nombre d'États où on parle beaucoup de la Constitution. C'est notamment la France, la Belgique francophone et l'Espagne. Ailleurs où je vais, on n'en parle pas. Donc je constate qu'il y a un intérêt, presque une obsession avec la Constitution dans un certain nombre de pays, alors qu'il y en a d'autres pays où on travaille autant sur l'innovation démocratique sans forcément parler de la Constitution. Et je l'ai souvent constaté dans des rencontres internationales que ce sont essentiellement des Français et les Espagnols qui défendent, je ne sais pas en Italie, peut-être que des gens en savent ici, est-ce qu'en Italie aussi il y a cette volonté de réécrire la Constitution? Pas forcément. Voilà. En Allemagne, voilà. Et donc là où moi je vais, je ne le constate pas. Et donc, serait-il possible de réécrire la Constitution avec le tirage au sort? L'exemple le plus poussé est pour moi l'Irlande. L'Irlande est l'exemple, il y a 3-4 semaines, où on vient de clôturer la Convention constitutionnelle irlandaise. C'était, et ça c'est vraiment incroyable, une initiative gouvernementale. Les autorités irlandaises ont tiré au sort 66 citoyens pour discuter avec 33 parlementaires pendant 14 mois, un certain nombre de week-ends, la réécriture de 8 articles de la Constitution irlandaise, où il y avait notamment l'article sur le mariage homosexuel. Et vous allez être surpris, moi j'étais au moins surpris, donc 99 personnes ont parlé pendant plusieurs week-ends.
Des milliers de rapports ont été soumis par les églises. L'Église catholique est quand même un facteur très puissant en Irlande. Les associations des homosexuels, voilà, le monde associatif s'y est mêlé. Et à la fin de compte, 80% de cette convention a voté pour qu'on change la constitution irlandaise pour rendre possible le mariage homosexuel. Donc là, pour moi, c'est l'exemple qui a été le plus poussé pour réécrire une certaine partie. Donc il s'agissait de 8 articles, mais c'est quand même fort. Maintenant, les recommandations de cette convention doivent encore passer par le Parlement. Ok, donc il y a aussi l'exemple de la Colombie-Britannique qui avait réécrit tout son code électoral avec des citoyens tirés au sort. On commence à avoir quelques exemples qui prouvent que nous sommes capables d'écrire nous-mêmes, de réfléchir et d'écrire nous-mêmes notre constitution. Les ateliers constituants que j'organise partout montrent ça. À chaque fois, j'observe un niveau qui monte, un enthousiasme, un véritable enthousiasme. Les gens, en s'y mettant, en écrivant eux-mêmes des articles sur les sujets de leur choix, notamment sur le référendum d'initiative populaire que nous n'avons pas, notamment sur la responsabilité des juges qui est mal mise en œuvre, etc., sur des points sur la durée des mandats, le renouvellement, sur le contrôle de la monnaie, sur la réappropriation de la monnaie par la puissance publique, sur la définition, la liste des services publics que nous voulons protéger de l'appropriation. Les gens s'emparent de ce sujet avec enthousiasme, parce qu'en fait, on n'a jamais eu ça dans l'histoire des hommes. On ne nous a jamais proposé, et je pense qu'on ne nous proposera jamais. Alors je me trompe peut-être, je suis peut-être trop sévère avec mes représentants, que je vois me trahir à longueur de journée. Je veux dire, moi, ce que je vois, le spectacle de mes représentants, c'est plus d'une trahison par jour. Je veux dire, à travers l'Union européenne, la prétendue Union européenne, on est en train de nous organiser des travaux forcés, une régression sociale majeure sans que nous n'y puissions rien. Nous avons de moins en moins de pouvoir sur les acteurs politiques. Nous n'arrivons même plus à les observer, c'est-à-dire qu'ils s'échappent, ils se mettent à huis clos. Le comité 133 ou 33, comment il s'appelle, il a changé de nom, est à huis clos, la Banque centrale est à huis clos et elle peut même refuser de recevoir nos parlementaires. Les gens qui ont du pouvoir en Union européenne se sont mis totalement à l'abri des contrôles, se sont émancipés, se sont mis hors contrôle. C'est pour ça que ça me rend un peu sévère et que je n'imagine pas qu'ils puissent le... Mais bon, l'enthousiasme que je rencontre quand nous écrivons nous-mêmes notre constitution me fait penser que nous devrions nous l'approprier, nous devrions écrire la constitution. Alors, c'est tout à fait... Oui, tu n'as pas d'opposition. Alors, est-ce que tu me demandes, est-ce que les citoyens sont capables de le faire? Oui. Complètement. Complètement. Il n'y a aucune question. Quand ils ont le temps, et le temps aussi d'échanger avec des experts, comparer avec les autres, bien sûr, c'est complètement possible. Mais je pense que c'est un défi difficile, au niveau stratégique, c'est difficile d'imposer à nos élus une nouvelle constitution écrite avec des citoyens. Mais je pense que techniquement, c'est complètement possible. Oui, alors, moi, dans mon esprit, c'est fini. Je n'attends plus rien des élus. Alors, bon, c'est peut-être une différence, c'est que moi, vraiment, j'ai compris, quoi. Ils trahissent tant que je n'attends plus rien d'eux. Un peu comme un enfant qui devient adolescent, qui commence à en avoir marre de la férule de ses parents, ne va pas leur demander pour s'en aller. Il va se barrer, quoi. Il va dire, maintenant, c'est plus vous qui décidez, je suis adulte, ça veut dire que je vais voter moi-même les lois auxquelles je consens à obéir, je ne vais plus me soumettre aux droits écrits par quelqu'un d'autre. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on devrait pouvoir faire. Ma question, c'était pour voir comment ça s'inscrit dans ce que tu as fait, dans l'analyse du tirage au sort que tu as faite, même en te lisant, donc même à ta façon de présenter les choses, il me semble que ça ne pourra advenir que si nous l'écrivons nous-mêmes. Et alors, je découvre en t'écoutant qu'il est possible qu'il y ait dans d'autres pays que le mien des élus qui soient moins... Il ne faut pas que je sois trop méchant, quoi, qui soient moins... Crapuleux. Oui, c'est ça que j'allais dire, qui soient moins crapuleux. Et que peut-être je renonce trop vite à ce que ce soit eux qui nous apportent, qui nous libèrent, qui ouvrent les portes de la prison politique. Et il me semble que c'est plus fiable, c'est plus raisonnable d'intégrer ce tirage au sort-là avec les autres, et comme une priorité, il est au-dessus parce qu'il rend les autres possibles. Voilà.
Je pense que c'est possible pour réécrire une constitution avec des gens tirés au sort, parce que je pense que la constitution n'est pas le texte juridique le plus difficile. Il est assez simple. Quand on regarde la constitution sud-africaine, qui est peut-être la plus belle que moi je connais, celle qui a été écrite à l'époque de Mandela, c'est magnifique. Le loi de finances, voilà quelque chose de difficile en Belgique. Le loi sur les pensions, voilà des choses vraiment techniques. Alors qu'une constitution, c'est une charte de valeurs en quelque sorte. Donc techniquement, c'est certainement faisable. D'autre part, pourquoi moi je ne prends pas tout de suite la réécriture de la constitution, c'est que c'est un coup unique. Moi, j'aimerais bien que les tirés au sort ont un rôle à jouer en permanence. Moi, je suis en faveur d'une constituante permanente. Alors, si la constituante a lieu une fois, et puis on se recline de nouveau pour 50 ans, ce serait dommage. Je vais améliorer ma question, je suis d'accord, parce que je n'avais pas écrit seulement tirage au sort de l'Assemblée constituante, j'avais écrit tirage au sort de l'Assemblée constituante et du Conseil constitutionnel. Parce que tu as parfaitement raison. C'est pas tout d'écrire une constitution, mais moi j'imagine pas ça du tout comme un coup unique, et c'est donc, je m'étais mal exprimé, pardon, mais évidemment, non seulement il va falloir qu'on écrive nous-mêmes la constitution si on en veut une, mais il va falloir qu'on la surveille, qu'on la fasse appliquer et qu'on la protège. Et donc effectivement, on va avoir besoin d'un conseil constitutionnel, d'une cour suprême, peu importe le nom qu'on lui donnera, et ça pourrait être par exemple l'Assemblée constituante qui reste mobilisée et qui se renouvelle par tiers, par quart ou par dixième tous les ans par exemple, ou une nouvelle qui est réunie, une nouvelle Assemblée constituante qui est réunie statutairement, c'est-à-dire que nous prévoirions dans la Constitution que tous les 10 ans, une génération a le droit de reprendre carrément le chantier, peut-être même tous les 5 ans, de reprendre le chantier de la Constitution pour vérifier que la génération qui arrive est bien d'accord avec la Constitution qu'avaient écrite les parents, parce qu'il n'y a aucune raison que les enfants soient assujettis aux normes pondues par les parents. Et donc, effectivement, donc tirage au sort, bien sûr, de l'Assemblée constituante et du Conseil constitutionnel qui suivrait. En même temps, si tu dis, oui, il ne faut pas que ces constitutions soient figées pour des millénaires, les nouvelles générations peuvent la renouveler, moi je rêve encore des échéances à plus court terme. Par exemple, nous avons des objectifs millénaires pour le monde développement, on ne les a jamais formulés pour l'Europe. Je trouve ça quelque chose de curieux. On a 15 objectifs millénaires, c'est comme ça qu'on dit en français, le Millennium Constellation. Et donc, c'est quelque chose d'intéressant, par exemple au niveau européen, parce que là on est beaucoup en train de parler de la Constitution au niveau national, mais je pense par exemple entamer des processus avec des gens tirés au sort, au niveau, dans chaque pays membre, État membre de l'Union européenne, pour formuler quelles sont les 15 priorités, quels sont les 15 objectifs millénaires de l'Union européenne d'ici 2014 jusqu'à 2030 par exemple. Je trouve que c'est intéressant. C'est une espèce de constitution avec une obsolescence programmée en quelque sorte, parce que là on nous force à renouveler. Excuse-moi, je ne vais pas embrayer sur l'Europe, je vais te contrarier sur l'Europe. Et je vais t'expliquer pourquoi. Et il faut que tu me dises si tu n'es pas d'accord. Il me semble que... La France, l'objectif millénaire pour la France. Alors, objectif militaire pour la France, ça redevient jouable. Et ce qui me bloque avec l'Europe, c'est que j'ai compris, alors je me trompe peut-être, mais il me semble avoir compris que la démocratie est incompatible avec la grande taille, que la grande taille impose la tyrannie. C'est-à-dire que pour gérer un empire, pour gérer une grande surface, pour gérer un très grand nombre d'humains, il faut la force, quoi. Et qu'en fait, la démocratie, c'est forcément à petite échelle. La commune, la fédération de communes. Alors, effectivement, si on monte de fédération en fédération, on doit pouvoir arriver jusqu'au monde, mais en partant du bas. Et donc, quand on me dit et qu'est-ce qu'on fait pour l'Europe, je me demande, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont avec l'Europe? Qu'est-ce que vous attendez d'une unité? Qu'est-ce que vous attendez d'une échelle si grande? Il me semble que plus l'échelle est grande, plus les acteurs politiques sont loin des gouvernés. Et donc, ils sont loin au moment de les nommer. Au moment de les nommer, je ne connais pas les candidats. Et au moment de leur exercice du pouvoir, je ne les vois pas faire. Et quand je râle, je suis loin d'eux. Comment je fais pour me... nous sommes quoi, 400, 500 millions en Europe. 500 millions, comment on fait pour faire des manifs, quoi, hein? Comment on fait pour protester? Comment on fait même pour être au courant? C'est une de mes questions qui suivait. Sur le plan de l'Union européenne, je te vois souvent espérer de l'échelon européen
des initiatives qui seraient démocratiques. Alors, dans mon analyse, et je me trompe peut-être, mais il me semble que par construction, une échelle politique aussi large que l'Union européenne ne peut être que antidémocratique. Et d'ailleurs, à mon avis, c'est pour ça qu'elle est voulue par les multinationales et les banques. C'est parce que ça ne peut pas être à notre portée. C'est-à-dire qu'en fait, quand on met le politique, la prise de décision politique à un niveau aussi large, on vole la politique au peuple. Nous n'avons plus aucune chance de participer et de surveiller, et encore plus de punir les acteurs qui défailleraient. Il me semble que l'Europe, elle est forcément antipolitique. À cause de la taille, pas forcément parce que les acteurs sont mauvais, tu vois, mais c'est parce que la taille crée un éloignement qui est antipolitique. Le politique que j'observe quand j'observe Athènes, l'exemple d'Athènes, ou l'exemple des tribus primitives, ou l'exemple des Indiens d'Amérique, ou les exemples des villages du Moyen-Âge, c'est-à-dire des exemples de démocratie réelle avec des gens qui écrivent eux-mêmes les lois auxquelles ils consentent à obéir. Dans tous ces cas, j'ai toujours des individus qui donnent une fraction de pouvoir à d'autres individus qu'ils gardent sous leur contrôle, qu'ils gardent sous leur regard. Rousseau, tu le dis toi-même, hein, explique très bien que c'est important, cette petite échelle. Et du même coup, j'embraye sur une deuxième chose, ou bien je te laisse répondre à ça et j'embrayerai sur autre chose après, pour pas que ce soit un cluster de questions. C'est intéressant parce que j'étais en train de me dire, est-ce que la différence, on vient de parler de la différence entre les politiques belges et français, je me suis tout de suite posé la question, est-ce que c'est dû à la taille de la France aussi qu'une caste politique a pu émerger? Et donc voilà, selon ta logique, effectivement, en même temps, je me pose la question, si tu dis la taille engendre automatiquement la tyrannie, que pensons-nous alors de l'Inde, par exemple, qui est la démocratie la plus grande au monde, la démocratie formelle, bien sûr. Mais bon, la démocratie a commencé à Athènes, qui était une toute petite ville, 250 000 habitants. Maintenant, nous avons un pays qui a 1 milliard de gens qui vivent dans une démocratie. Ce n'est pas une démocratie parfaite, très loin de ça. Ça a été d'abord copie conforme au système britannique. Et pourtant, maintenant, c'est un des gros laboratoires de l'innovation démocratique mondiale. Je vais te rendre la parole, mais il faut que tu me donnes des exemples. Le peuple a le pouvoir en Inde? Je vois que donc ça a commencé comme un système Westminster, les élections, les partis, les parlements, le gouvernement et tout ça. Et on voit qu'il y a des formes d'auto-organisation, notamment avec les syndicats, notamment ceux qui sont dans le chemin de fer et tout ça, qui sont capables de prendre leur sort en main et qui sont comme une espèce de bulle en dehors de la pyramide de pouvoir de l'État. Et qui produisent du droit avec des juges qui appliquent le droit. Mais quand toi tu parles de la démocratie, tu la veux étatique. Non, pas forcément, ça peut être communal. Oui, mais formalisée. Oui. Je pense qu'il y a des formes d'autogestion possibles sans passer par des structures officielles. Au niveau de l'entreprise. C'est ça, au niveau de l'entreprise, c'est un peu plus grand. Je ne veux pas défendre, non, je veux pas défendre l'Inde comme étant la meilleure démocratie du monde, mais je me pose la question si c'est vrai. En fait, on ne sait pas. C'est la première fois que nous avons des démocraties énormes et on ne sait pas si c'est possible. Déjà, à petite échelle, ce n'est pas évident. Est-ce que la taille est vraiment un facteur du déclin? Je vais prendre le problème autrement. Pour t'expliquer, le lien que je fais entre la taille, c'est que dans les sociétés primitives, enfin de ce que j'ai compris, de la façon dont ça se passe, quand nous écrivons nous-mêmes nos lois, nous n'avons pas besoin de police. Puisque nous avons discuté des lois et que finalement nous sommes tombés d'accord, voilà la loi maintenant c'est ça, il n'y a pas besoin de police. Et j'ai l'impression que mécaniquement, c'est indépendant de notre volonté, dès qu'on grandit, on va avoir besoin de représentants. Si on est nombreux, quand on est 1 million, on ne peut plus discuter. Hein, 1 million, tu vois le problème qu'on a discuté à 100, 1 million, on ne peut plus. On a besoin de représentants. Et à ce moment-là, c'est plus nous qui votons nos lois. Et là, il faut une police. Et là, enfin, à mon avis, on n'est plus. Ça y est, on va quitter la démocratie. Et donc en Inde, alors, je ne connais pas le cas d'Inde, moi ça m'intéresse, hein, je suis complètement open sur des choses que je ne connaîtrais pas là-dessus, mais il me semble que. Enfin,
Je te disais, même tu me disais l'autogestion, ça peut être sans formalisme, mais même dans une entreprise, il va falloir les écrire, les règles qui font qu'il n'y a pas de chef. Sinon, tu vas avoir des voleurs de pouvoir très vite quand même. Non, enfin, les institutions, c'est comme un contrat qui prévoit comment on va faire quand tout va mal se passer. Alors peut-être que ça se passera pas mal, mais un contrat qui prévoirait que tout va bien se passer, il ne sert à rien. Et une constitution, c'est pareil. Si la constitution, il va falloir... Je vais en avoir besoin d'aide pour une entreprise, non? Mais donc, si la démocratie de grande taille n'est pas possible, comment vois-tu alors le futur de la France? Pas seulement de la France, c'est en fait toutes nos organisations humaines. Je suis captivé par le travail de Proudhon sur la fédération. Proudhon a beaucoup réfléchi, écrit, un des premiers anarchistes, il a beaucoup, au XIXe siècle, il a beaucoup réfléchi à cette organisation-là en disant il n'y a pas de démocratie à une échelle trop grande. Alors je ne sais pas s'il le dit ça, c'est moi qui traduis comme ça, mais il dit il faut que ce soit au niveau de la commune que ça s'organise, et qu'ensuite on se fédère. Et il a beaucoup travaillé sur l'organisation de la fédération. Comment est-ce qu'on garde tel et tel et tel sujet au niveau de la commune? On tient, il n'appelait pas ça subsidiarité, je crois, mais c'est ça, hein, c'est la subsidiarité, c'est-à-dire que, en tant que commune, je décide que tel et tel sujet, les impôts, l'école, c'est notre rayon, nous décidons, notre corps social décide que ces sujets-là, on veut écrire les lois et on ne veut pas que ce soit la fédération qui s'en occupe. Et puis en même temps, on sait bien que pour le téléphone, les voies ferrées, l'électricité, l'armée, il y a quand même des sujets sur lesquels il va bien falloir qu'on se regroupe, et on sait que là-dessus, il faudra qu'on fasse une fédération. Et ça me paraît une organisation qui allie, qui combine bien une vraie démocratie. Pour tout ce qu'on peut faire, on le fait nous. Et une nation avec la puissance, c'est-à-dire en fait la capacité de se défendre contre les dangers extérieurs que permet la fédération. C'est chouette ça. Une fois de plus, c'est vraiment la première fois qu'on se voit, donc c'est intéressant de découvrir les différences. Je pense que tes pensées est aussi très nourries par le fait que tu vis dans un État extrêmement centraliste. Alors que moi, la plupart des gens qui sont là, nous vivons dans un État décentralisé. Et je peux vous garantir que la fédération, c'est pas idéal non plus, il y a toujours des soucis. Mais moi, effectivement... Ce serait un sujet d'ailleurs de discuter, ça m'intéresserait, il faudrait qu'on se revoie pour ça, mais discuter des problèmes d'une fédération, parce que si on institue, nous, une fédération, comme elle va partir du bas, de toute façon, elle va pas ressembler à celle que vous connaissez, et puis si on connaît les problèmes, on va prévoir les astuces pour éviter ces problèmes. Tout à fait, mais donc, toujours, je comprends bien que voilà, la démocratie au niveau local, ça peut être intéressant, et, par exemple dans une fédération, mais comment vois-tu, alors quand il y a la fédération même, tu le vois aussi comme un instrument démocratique, j'imagine, ce ne sera pas juste une technocratie ou sous contrôle. Mais donc voilà, est-ce qu'on pourrait agrandir ce système aussi au niveau européen? Donc voilà, il y aura un certain nombre de régions, de petite taille plus ou moins, avec un niveau centralisé pour tout ce qui est le reste. Oui, je l'imagine et je l'espère même. Mais je ne vois pas ça pour demain, même si nous commencions à faire des démocraties dans les communes aujourd'hui. Ça y est, on a fait des ateliers constituants un peu partout, ça s'est répandu à toute vitesse. Les journalistes se sont mis à nous aider, on s'est mis à en parler. Maintenant, dans tous les immeubles, dans tous les quartiers, il y a des ateliers constituants à 2 à 3 personnes. Ça y est, ils sont en train de devenir contagieux. Ils sont en train, ça y est, ce peuple-là, il est en train de plus vouloir être électeur, il veut devenir citoyen, il se met à écrire une constitution. On dirait que c'est aujourd'hui ça. Ça y est, on est très nombreux à être entraînés à écrire la constitution. Ça y est, on commence à bien connaître les problèmes, on sait comment le dire, on sait qu'il y a plusieurs façons de le dire. Bon, quand on va lire un sujet, quand on va lire une constitution écrite par quelqu'un d'autre, on va la lire plus vite parce qu'on a l'habitude. Ok, on y est. Et ça y est, on s'en empare. La constitution française, non, européenne. Peu importe, au niveau local. Donc, mais je ne fais pas de différence entre ta commune, la mienne, on a les mêmes problèmes en fait, hein, on a les mêmes problèmes politiques et on va trouver des solutions en gros comparables, on ne va pas faire des choix très différents à mon avis sur le plan politique. Si c'est nous qui écrivons les règles, nous les humains, avec notre complexion en fait, on se ressemble, hein, on va avoir des constitutions qui se ressemblent à mon avis. Et on dirait qu'on y est. Si nous commençons à imaginer donc, la fédération, on va déléguer des représentants
soit on les tire au sort, soit on va décider nous de la procédure qu'on veut, mais surtout on va les contrôler, on va les envoyer avec un mandat, une mission, et ils vont nous rendre des comptes en permanence, surtout qu'avec les moyens modernes, autrefois ils ne pouvaient pas faire ça, parce qu'il fallait des jours de cheval pour aller d'un endroit à l'autre, mais aujourd'hui on peut rester en contact absolument permanent avec, par vidéo simplement, hein, par streaming, on peut être en contact permanent avec nos délégués, et vérifier que nos délégués ne sont pas en train de nous trahir, et puis nous, on continue à délibérer au niveau communal pour vérifier que nos représentants nous suivent. Et donc j'imagine ça déjà au niveau national, mais cette fédération-là, elle n'a rien à voir avec les fédérations qu'on connaît aujourd'hui. Hein. Enfin, il y a des points communs, mais c'est quand même très différent, puisque ça part de la base, ça part de nous, et nous qui contrôlons, pas quotidiennement, mais si quasiment quotidiennement. C'est pas toujours les mêmes qui contrôlent, on n'est pas obligé de les contrôler tout le temps, mais notre corps social communal va toujours trouver quelqu'un qui est en train de contrôler que tout se passe bien au niveau fédéral. Et il faudra quand même qu'on prenne l'habitude de cette façon de travailler, de cette façon de faire de la politique avant de passer au niveau supérieur. Mais une fois qu'on sera habitué à faire de la politique comme ça, pourquoi on ne compterait pas d'un cran et jusqu'au monde, hein, non? Bien sûr, mais en tant que Belge, je peux te dire qu'un problème majeur va être comment délimiter les frontières de chacune de ces régions. Parce que là, on va perdre beaucoup d'énergie. On le fait ici depuis 40 ans. Donc, voilà. Est-ce qu'il n'est pas le moment venu de laisser la parole à la salle? Je pensais qu'on allait... Oh, on en a encore 48 heures de discussion, mais je trouve un peu dommage qu'on ne laisse pas la parole à la salle. J'ai quand même une question, excuse-moi, je vais quand même insister, excusez-moi, mais ça va vous intéresser. Je fais le pari que vous me direz, râlez si vous trouvez que c'est un sujet enquiquinant. Tu étais à l'origine d'un truc formidable. Moi, j'en ai entendu parler et je l'ai relayé quand je l'ai vu passer, mais je n'avais pas pris le temps, parce que c'est long, enfin c'est un peu long, et que je suis débordé, mais de lire le rapport. Or, en venant dans l'avion, parce que je savais que j'allais te voir, j'ai commencé à lire le rapport du G1000. Attends, c'est super ce truc-là. Attends, le rapport il est vachement bien fait. C'est sexy ce truc-là. Ça fait envie. On a envie de faire la même chose. C'est vachement bien. C'est vachement bien. Alors, je suis sûr que ça n'a pas changé grand-chose sur le droit positif. Ça n'a sûrement pas changé. Mais ce que je vois en te lisant, en vous lisant, le compte rendu, il faut que je publie ce truc-là, que je le publie intégralement. J'ai le droit de faire ça, non? J'imagine que j'ai envie de faire la même chose. Quoi, hein. Et c'est en train de se préparer en France, tu sais, il faudrait que tu nous aides. Oui, voilà, parce que voilà. Donc il faudrait vraiment que vous preniez vos coordonnées, si tu veux bien. Moi, ce que je vois là, donc le G1000, vous êtes au courant, c'est pas la peine que je détaille ça, mais moi, ce que je vois, l'intérêt immense, ça ressemble à mes ateliers constituants. C'est-à-dire que on donne le spectacle à des citoyens endormis. Notre problème, c'est l'apathie apparente, comme dans la braise. Hein, parce qu'en fait, tu leur mets un référendum, tout le monde se réveille. Hein, donc ils sont endormis parce qu'ils savent bien que pour l'instant, ils ne changent rien. Mais dès qu'ils peuvent changer quelque chose, il devient un animal politique tout de suite. Hein, il se met à discuter, ça devient... Et puis si tu lui fais confiance, il arrête de regarder la télé, il arrête de faire des vannes à la con ou de jouer à des jeux idiots, et puis il se met à faire la politique. Vraiment, c'est incroyable. Tu lui fais confiance, il se transforme. Okay. Ce que je vois avec le G1000, c'est le spectacle de citoyens en train de sortir de chez eux, de s'occuper du bien commun, et qui, à mon avis, doit être ultra contagieux. Même si vous avez eu l'impression qu'il n'y a pas eu d'effet, je suis sûr que les gens qui ont vu ça, il y a un truc qui a démarré en eux en disant mais tiens, ça j'aurais bien aimé y être, quoi. Donc j'aimerais bien que tu me parles de ça, si tu veux bien un peu, surtout... alors je vais rajouter un truc, je suis pas sûr que tu vas aimer. Les sujets que les gens ont choisis dans le G1000, ils sont vachement bien, c'est intéressant. Des sujets sur lesquels il y a des choix de société, c'est sécurité sociale, immigration et répartition de la richesse en temps de crise. De crise entre guillemets, parce que c'est un coup d'État bancaire, enfin bon, je ne développe pas. Mais moi j'aurais vu comme sujet majeur, et je ne l'ai pas vu dans les listes, ça c'est les 3 qu'ils ont choisis principaux, mais il y en avait... 25, voilà, il y avait un grand nombre de sujets, et dans les 25 sujets, je n'ai pas trouvé la délégation de souveraineté, l'abandon de la souveraineté, le sabordage de la souveraineté, la mort de la démocratie
qui vient avec l'Union européenne. Alors, parce qu'on ne nous a jamais interrogé là-dessus, et enfin, nous, on nous a interrogé, quand on a dit non, on n'en veut pas, on nous l'a imposé quand même par voie parlementaire. Vous, on ne vous a pas interrogé. Ça m'étonne que les citoyens n'aient pas pris le sujet. Est-ce que tu imagines, est-ce que ça te paraît jouable? C'est peut-être un problème avec les sponsors, et peut-être que ça va être difficile de trouver des médias, parce que, en France, en tout cas, je ne sais pas en Belgique, mais en France, si tu es hostile à l'Union européenne, parce que tu y vois une catastrophe antidémocratique, et anti-économique, antisociale, tu passes pas la télé, c'est fini, tu es devenu un fasciste, peut-être que le GMIL, qui a besoin de médiatisation pour exister, pour avoir ses vertus pédagogiques, peut-être que vous avez fait ce pari-là pour justement, je ne sais pas si c'est volontaire ou pas, ou bien peut-être que les citoyens belges sont tellement imprégnés de la positivité de l'Europe, de la merveille, enfin du progrès démocratique que représente l'Europe, ils sont tellement appris ça leur est pas venu à l'idée de dire mais nous on aimerait bien discuter de ces fichus, de ces fichus transferts de souveraineté, d'abandon. Et alors voilà, deux questions. Oui, pour revenir à l'ordre du jour de GMIL, effectivement, ce n'étaient pas les organisateurs qui l'ont imposé, c'est les citoyens qui les ont choisis à travers un processus participatif en ligne. Moi aussi, j'étais déçu de voir que le thème de la démocratie, à l'échelle belge ou européenne, n'était pas abordé. Et donc, un professeur comme Philippe Van Parijs, qui avait participé en tant qu'expert au GMIL, disait peut-être qu'il y a des thèmes qui sont fort importants, mais qui ne sont pas encore à l'ordre du jour populaire. Voilà. Et je peux bien aller, quand je vois il y a deux ans et demi, presque 3 ans, que nous avons lancé le manifeste de GMIL, je constate par exemple que la démocratie en tant que telle est devenue beaucoup plus un thème important qu'il y a 3 ans. Je ne sais pas, quand constituante.be, ça a commencé quand par exemple? 2011, en même temps. 2011, voilà. Donc voilà, il y a une prise de conscience tout à fait récente, et je suis assez sûr, si on sondait aujourd'hui les citoyens, ce serait différent. Pour revenir au GMIL même, donc c'était ce gros sommet citoyen avec 1000 personnes tirées au sort, dont 704 sont effectivement venues le 11 novembre 2011, à Tour et Taxi, ici. L'impact au niveau des résultats auprès des politiques a été nul. Et ce n'est pas notre faute. Mais c'est effectivement, oui. En même temps, l'impact au niveau de la procédure et d'avoir montré que les citoyens veulent et peuvent contribuer de façon constructive à penser leur société, alors là, je pense qu'on est plus loin qu'on avait pensé. Si on voit maintenant que 10 des 12 partis politiques belges parlent de la démocratie participative dans leur programme et dans leur discours, c'est aussi grâce à un certain nombre d'actions, comme constituante.be, comme le GMIL, comme de Bakker-Burger. Donc voilà, il y a toute une série d'organismes en Belgique qui ont tapé sur ce clou-là pour le mettre à l'ordre du jour. Et je pense que là, vraiment, le vrai défi est là. Juste un mot. Si tu le refaisais aujourd'hui, parce qu'on va essayer de le refaire, qu'est-ce que tu ferais différemment? Parce que là, j'ai lu le rapport, on va s'en inspirer évidemment, mais... Toute une série de choses, je pense, voilà, ce sont des sagesses qu'on apprend que... Voilà. Quand on goûte le vin, et vous avalez tout, et ce n'est qu'après qu'on dit vous étiez censé le cracher, donc voilà, c'est toujours trop tard. C'est pas grave, voilà. En fait, c'est très intéressant, on vient d'avoir un GMIL aux Pays-Bas, à Amersfoort. Il y a 3 semaines, après le communal, Amersfoort a organisé un GMIL urbain, local. Et là, par exemple, ils travaillaient comme chez nous à GMIL avec des tables rondes avec 10 participants. Chez nous, c'était 10 participants tirés au sort. Chez eux, c'était 10 participants et 4 autres, dont un politique et un fonctionnaire. Aussi un artiste et un entrepreneur. Ces 2 catégories dernières, je trouve un peu problématiques. Moi qui suis artiste, pourtant, je ne vois pas. Moi, j'aurais mis effectivement un politique, un fonctionnaire et peut-être un journaliste. Parce que de nos jours, ceux qui contrôlent l'ordre du jour, ce sont les partis politiques et les médias commerciaux. Et ceux qui sont contre la démocratie participative, très souvent, sont les partis politiques et les journalistes. Et donc, si nous, défenseurs de la démocratie participative, si on dit à nos élus, il faut impliquer les citoyens dès le début et pas à la fin, parce que là ils vont dire non et passer au Conseil d'État et tout ça, si on dit qu'il faut impliquer les citoyens dès le début,
je pense que nous, activistes démocratiques, nous devons aussi impliquer les responsables dès le début. Et donc là, pour moi, ça a été un vrai changement. Je pense à chaque table, j'aurais fait à ce qu'il y ait un parlementaire ou voilà, quelqu'un de parti politique, et certainement aussi... Parce que là, j'ai mis Amersfoort, j'étais là en tant que visiteur, et je peux vous dire, mais qu'est-ce que c'est ennuyeux de visiter un sommet citoyen. Et je comprends pour le jeu, c'est formidable quand on l'organise, et c'est formidable quand on les tire au sort, quand vous êtes dans l'action même, mais quand vous êtes en dehors, vous voyez des gens qui se parlent tranquillement, avec beaucoup de respect. Mais non, pardon, je l'exagère, c'était de l'ironie. L'autodérision est quelque chose de très belge. Et donc, mais pour les journalistes, chez nous, j'ai mis, les journalistes ne pouvaient pas s'approcher des tables. Donc ils pouvaient un peu circuler, mais on disait, laissez la parole aux citoyens, voilà, garder une certaine discrétion. Et je comprends, pour beaucoup de journalistes, ils ont trouvé ça, ils n'ont pas bien compris l'enjeu. Et je pense les impliquer dès le début leur injecte l'énergie, parce que c'est une énergie folle qu'on trouve dans les ateliers constituantes, dans les sommets citoyens, dans les panels citoyens. C'est formidable, c'est l'énergie que je ressens ici dans cette salle aussi. Mais quand on est forcé de rester à l'extérieur, comme les citoyens le sont maintenant dans le processus décisionnel, donc voilà, ça pour moi, ce serait vraiment la grande... Et au Amersfoort, le type qu'il a fait, il avait beaucoup copié du génie belge, mais il avait aussi amélioré, et donc je trouve que c'est très fort. On est en pleine phase expérimentale et tout le monde apprend. Donc deuxième chose qu'il avait fait, d'abord mélanger les tables, deuxièmement, faire à ce qu'à la fin de la journée, donc mélanger les tables, donc des citoyens tirés au sort avec des politiques, avec des journalistes, ça pour moi serait une conclusion que moi je ne mettrais pas des entrepreneurs, je ne sais pas pourquoi un entrepreneur a plus de choses à dire qu'un ouvrier, voilà, je ne vois pas la différence. Et un artiste, je suis artiste, mais je ne pense pas que nous avons une place privilégiée dans la société, nous sommes des citoyens comme les autres. Et donc moi je mettrais des journalistes et des politiques à table. Et ce qui était très fort à Amersfoort, c'est que à la fin de la journée, il y avait une certaine thème choisi, débattu, voté par les participants. Ils ont tout de suite formé des groupes de bénévoles. Donc en fait, c'était sur des écrans télévisés. Ils avaient mis dans un cercle 7 priorités de la ville d'Amersfoort. Et donc tout de suite, ils ont demandé qui sont les gens ici qui veulent s'impliquer pendant les 3 années à venir autour de ce thème-là. Donc il y avait des politiques, des fonds. Ils se sont engagés. Ils ont mis leur badge. Ils avaient chacun un badge. Parfois, c'est vraiment dans le matériel qu'on utilise aussi. Ils avaient chacun un badge et un responsable de l'organisation était là avec un carton et tout le monde mettait son badge dans le carton. Et le lendemain du G1000 hollandais, tous les participants ont reçu un mail qui disait voilà les thèmes que nous avons votés, voilà les responsables. Si vous avez encore envie de vous rajouter, très bien. On fait une réunion de suivi dans 3 semaines. Et puis, voilà, et puis c'est lancé. Donc, ils ont fait quelque chose que nous, on n'avait pas fait, c'est déjà organiser leur suivi le jour même. Et c'était vraiment très malin. Et j'ai vu hier, je viens de rentrer d'Amsterdam ce matin, j'ai vu hier l'organisateur de G1000 à Amersfoort. C'est un type, voilà, un citoyen comme toi et moi. Il disait j'ai envie de continuer maintenant, d'en faire 10 à travers la Hollande. Et hier dans le débat, il y avait aussi le ministre de l'Intérieur, il est tout de suite allé parler au ministre de l'Intérieur pour demander des sous. Et c'est quand même formidable, les choses sont en train de se faire. Voilà.